Dear. Valide. People. Bonjour à tous, chers auditeurs, ici Damien qui vous parle. On continue nos conversations tête à tête. La dernière fois, on a eu l'occasion de parler avec Thibaut du handicap de manière générale, de sa manière de l'appréhender, de sa position de personne valide. On a pu débattre sur pas mal de sujets. Je vous invite à l'écouter, chers auditeurs. Aujourd'hui, on a voulu changer un petit peu de thématique et on va parler de la légitimité d'être une personne handicapée en la compagnie de Emma Vega. Bonjour Emma. Bonjour Damien. Comment ça va ? Ça va très bien, je suis ravie d'être là. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous expliquer pourquoi tu es là ? Alors, je m'appelle Emma, donc j'ai 51 ans et je suis là parce que je suis porteuse d'une rétinite pigmentaire. C'est donc un handicap visuel qui fait que ma vision périphérique se dégrade progressivement. Voilà, c'est une maladie qui est assez rare. C'est une maladie génétique orpheline. Et tu es aussi accessoirement membre du bureau de Dear Valid People. J'ai eu la chance d'être contactée par Camille, qui m'a présenté l'ensemble de l'équipe, dont toi, mon cher Damien, et qui m'a gentiment demandé si j'étais intéressée par l'association, par en faire partie. Et moi qui suis nouvellement handicapée, je lui ai demandé si elle était sûre. Et elle m'a dit oui, je suis sûre. Et je me suis dit, bon, après tout, c'est important. Ça correspond à mon éthique, à mes combats d'égalité. Par ailleurs, dans la vie, je suis sensible à toutes les inégalités, toutes les injustices. Et que c'est important pour moi de participer à cette association de façon active quand j'ai du temps pour défendre les valeurs de DVP, autour de la défense de toutes les minorités, en l'occurrence les personnes porteuses de handicap dont je fais partie. On a pu entendre dans ton discours qu'il y avait déjà une sensibilité à la légitimité où tu ne pensais pas forcément avoir ta place au sein du bureau. Tu as employé le terme « nouvellement handicapé ». Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Alors moi, j'ai toujours été valide dans ma vie. Je me suis considérée comme valide pendant très longtemps parce que je ne savais pas que j'étais porteuse de cette maladie qui est dégénérative. Et avec l'âge, je me suis rendu compte que j'étais gênée pour faire certaines choses. Notamment, je ne voyais plus la nuit. J'étais gênée un peu par la lumière, mais c'est tout. Et j'ai eu un diagnostic très tard. Et c'est ce diagnostic qui m'a permis, en fait j'en ai eu même plusieurs, mais c'est grâce à ces diagnostics successifs, mais il m'a fallu du temps, que j'ai accepté l'idée que j'étais porteuse de handicap, mais j'ai 51 ans et je crois que c'est extrêmement récent. Je dirais que ça fait peut-être 2 ans que je considère vraiment que je suis porteuse de handicap. Alors, justement, tu m'as déjà un petit peu raconté ton parcours du diagnostic, mais je pense que ça peut être intéressant d'en reparler parce que, comme tu as dit, il y a eu plusieurs diagnostics, un qui est arrivé relativement plus tôt, qui s'est confirmé beaucoup plus tard. Est-ce que tu peux un peu nous raconter cette histoire pour nos auditeurs ? En fait, comme j'avais la chance de pas du tout avoir de problème de vue, donc je lisais très bien, j'avais absolument pas besoin de lunettes, et donc j'ai jamais consulté
un ophtalmo, tout simplement. Et l'âge arrivant, on commence à avoir un petit peu de presbytie, où on allonge un peu les bras pour lire un peu. Et donc, je suis allée consulter un ophtalmo pour la première fois de ma vie. Je devais avoir 35 ans, 36 ans, quelque chose comme ça, donc il y a 15 ans. Et il m'a fait un fond d'œil et il m'a dit, on vous a déjà dit que vous aviez une rétinite pigmentaire? Bah non, j'avais jamais entendu parler de ce nom-là. Et je lui ai dit, mais c'est grave. Il m'a dit, bah de toute façon, il n'y a rien à faire. Et donc, je suis repartie avec mon ordonnance pour corriger ma vue de près. Et puis, j'ai pas cherché plus que ça. J'ai cru comprendre que c'était pas très sympa. Donc, je connaissais pas du tout. J'étais dans le déni complet. Je suis passée à autre chose. Ensuite, ça s'arrange pas, la vue en vieillissant. Il y a eu un autre... j'ai déménagé, donc j'ai consulté un autre ophtalmo un petit peu plus tard, qui m'a dit, on vous a déjà dit que vous aviez une rétinite pigmentaire? Je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça me rappelle quelque chose maintenant que vous me le dites. Oui. Et je lui dis, alors il me dit, de toute façon, c'est une maladie dégénérative et il n'y a rien à faire. Bon, je suis repartie avec mon ordonnance de lunettes. Et puis là, quand même, je suis rentrée chez moi et j'ai ouvert un moteur de recherche bien connu. Et là, je me suis rendu compte que, comme à chaque fois qu'on tape une pathologie dans Google, ça finit très très mal. Et donc, ça finissait que j'étais aveugle. Et donc, je me suis dit, oh là là, mais c'est horrible. Et je suis passée complètement à autre chose. Voilà. Et puis, il y a en 2017, donc si je compte bien, c'était il y a 5 ans, c'est ça ? Bon, bref. J'ai discuté avec une amie dont le père était chercheur et je lui disais que j'avais une rétinite pigmentaire parce que je pense que je me rendais de plus en plus compte, c'est-à-dire que mon champ périphérique se réduisait et avant, je ne le voyais pas se réduire et je me suis rendu compte que, en fait, oui, il y avait bien des choses que je ne voyais pas. Quand je parle avec les mains, souvent, je suis très méditerranéenne, et il y a des endroits où ma main s'efface. Et je me suis dit, tiens, quand même, c'est bizarre, elle est présente, cette pathologie, alors que moi, je voulais l'ignorer. Et elle m'a dit, mais tu devrais aller rentrer dans un protocole de recherche, etc. Même s'il n'y a pas de guérison aujourd'hui, tu peux faire avancer la recherche. Et c'est comme ça que je me suis dit, elle a raison. Je vais rentrer dans un protocole de recherche. À l'époque, j'étais en région parisienne et donc je me suis inscrite, j'ai appelé les 15-20 toute seule, qui est un hôpital qui est spécialisé dans la vision à Paris, toutes les pathologies autour des yeux. Et je suis rentrée dans un protocole de recherche, mais pas seulement. J'ai rencontré un spécialiste de la rétine et lui m'a dit, voilà, votre rétinite aujourd'hui, vous avez beaucoup de chance, elle est assez faible, elle est dégénérative, donc voilà comment ça va évoluer, ça va être de pire en pire, vous allez voir ça, etc. Et il m'a dit, mais en attendant, on peut essayer de ralentir grâce à des verres teintés. Et c'est la première fois que quelqu'un me proposait un accompagnement, au moins une adaptation ou quelque chose pour m'aider et me laisser pas juste seule avec ce diagnostic dont Google m'avait bien expliqué que l'issue était de devenir aveugle. C'était inévitable et fatal. C'est ça. Mais donc ça remonte en 2017, donc il y a 7 ans, quand tu as parlé d'avoir des lunettes teintées pour pouvoir ralentir la dégénérescence en même temps, mais aussi t'amener un confort de vie par rapport à avant. C'est ça. Alors, mes lunettes, en fait, ça a été un peu plus long parce qu'il a fallu faire des tests, etc. Donc, je les ai eues en 2020. Donc, c'est pour ça, ça semble très, très récent, tout ça. Mais ça a mis du temps à me... en fait, c'est pas la faute seulement des médecins. Je suis aussi co-responsable de mon déni parce que je voulais pas voir que j'étais malvoyante. Ça c'est voilà. Ouais. Je voulais pas aller. Je voulais pas parce que l'issue, encore une fois, était radicale, trop dur à accepter et qu'il n'y avait pas de piste d'accompagnement. À partir du moment où j'ai commencé vraiment à être accompagnée au 15-20, là, ça a été beaucoup plus facile de l'accepter progressivement. Ça s'est fait par étapes.
par mes lunettes, évidemment, teintées, et puis aussi par le discours du médecin qui m'a proposé de rencontrer l'assistante sociale, qu'elle monte avec moi un dossier de RQTH, donc reconnaissance de ma qualité de travailleur handicapé, en me disant, pour l'instant, vous n'en avez peut-être pas besoin, mais dans l'avenir, il faudra avoir ce document, c'est bien pour vous, ça vous protégera. Avant d'aller vers cette thématique-là, on va un petit peu revenir sur cette notion de co-responsabilité, où tu penses que c'est pas totalement la faute des médecins, tu fais aussi partie de ce déni. Et en effet, c'est le cas dans les maladies dégénératives. C'est le point commun que l'on a, toi et moi, c'est que chacun de notre côté, c'est dégénératif. Et pour le moment, on peut encore ignorer, parce que ça prend pas encore un aspect trop important dans notre vie. Et plus la dégénérescence dégénère, et plus on ne peut plus ignorer, on est obligé de se confronter au problème. Et moi, l'autre élément que je voulais apporter aussi, c'était par rapport aux médecins, justement. Est-ce que tu considères pas aussi que ça vient du manque d'informations des médecins et qui n'ont pas pu te les transmettre pour simplement te dire une ou deux phrases et voilà, tu te débrouilles, quoi. Alors évidemment, il y a mon déni, comme tu dis, qui était lié au fait que je voulais pas. Ça m'arrangeait tant qu'elle n'était pas trop prenante, cette pathologie. Et en même temps, le fait d'avoir des médecins qui étaient spécialisés au 15-20, ils ont su me décrire ma maladie, ma pathologie, alors que les ophtalmos de ville que j'avais vus avaient peut-être dû avoir un paragraphe dans tout leur cursus. En fait, ils connaissaient pas la pathologie, c'est ce que tu dis, et donc ils allaient pas m'orienter. Ils auraient pu m'orienter, quand même, je vivais en région parisienne, ils auraient pu m'orienter vers des centres spécialisés. Ça, c'est quand même une erreur de leur part. Il a fallu que ça vienne de moi, en fait. C'est moi toute seule qui suis allée dans ces centres spécialisés pour trouver un accompagnement, parce que j'avais suffisamment de bagages, de réseau, de connaissances pour le faire. Mais quelqu'un d'autre, en fait, n'aurait pas pu bénéficier de ça. Et ça, c'est injuste de la part des médecins. Et après, ce rôle, cet accompagnement que j'ai eu au 15-20 de qualité, de description, ne serait-ce que de description de ma pathologie avant même que je ne m'en rende compte. J'étais maladroite, je renversais tout, j'étais incapable de faire certaines choses. Donc j'avais une estime de moi qui était terrible parce que je me cognais dans tout. Je renversais les verres à table, les cafés. Je mettais des coups de pied sur des trucs qui étaient un peu trop bas, qui étaient hors de mon champ visuel vers le bas. Et je cognais dans des choses sur le côté. Mais ça, le cerveau, il est malin. Il compense, il fait des espèces de petits flous et donc on voit pas, c'est pas comme si j'avais un trou noir à un endroit, non, c'est juste, c'est un peu flou. Donc on peut pas savoir qu'on a cette pathologie avant vraiment longtemps. Elle peut rester silencieuse longtemps, et donc on peut être dans le déni longtemps. Oui, parce qu'en plus de ça, tu as le biais que c'est ta propre réalité, donc tu peux pas comparer de ce que c'est sans. Moi, j'en sais rien, en fait. C'est ça. Et le fait de ne pas voir les contrastes le soir, je mettais ça sur le fait que j'avais les yeux clairs. Donc, on se raconte plein d'histoires. Et le jour où on rencontre enfin un médecin compétent, quand déjà il décrit ta pathologie, il te dit, voilà, vous avez du mal à descendre les marches. Ah oui, personne ne me l'a jamais dit. Moi, je le vis et je vois que ça s'accentue maintenant, en plus, avec l'âge. Mais du coup, tout ce que je trouvais... tout ce que je mettais sur mon compte comme des défauts, comme des choses qui ont atteint, je pense, profondément l'estime que j'avais de moi-même, là, d'un seul coup, il y a eu une explication. Donc, c'est vrai que cet accompagnement dans les centres spécialisés m'a aidé à accepter la pathologie, donc à sortir du déni, et puis à reprendre confiance un peu en moi, à avoir une explication sur certains de mes gestes qui semblaient maladroits, etc. Donc ça a été vraiment... et donc, c'est grâce à tout ça, je fais le lien, c'est un peu long, pardon, mais avec la légitimité.
c'est qu'une fois qu'on a un médecin qui nous explique vraiment que notre pathologie, qui la connaît alors que lui, il voit bien et qui me décrit mon quotidien, ben c'est vachement perturbant parce qu'on se dit, ah oui, donc c'est tout ça, c'est lié à un handicap. Donc, je suis vraiment cette personne qui décrit porteuse de ce handicap. Tout ça est vrai. Ça fait écho, en même temps ça soulage, en même temps ça nous met dans une case auquel on n'avait jamais pensé. Jamais pensé. En plus, mon médecin à Paris m'avait dit, voilà, vous avez la chance de découvrir cette pathologie assez tard, elle va évoluer évidemment, donc prenez en compte maintenant cette pathologie dans sa dégénérescence et organisez votre vie en fonction de quand elle sera plus grave. Pour pouvoir ne pas être dépendant, par exemple, de la voiture, parce que ça veut dire changer beaucoup de choses dans ma vie. Je ne peux plus conduire la nuit. Alors, j'avais arrêté avant même de savoir que j'avais cette pathologie de conduire la nuit, mais maintenant, je comprends bien pourquoi je ne peux pas conduire la nuit. Les bâtonnets qui sont en périphérie servent à la fois de faire les contrastes et de faire le champ périphérique. Donc, c'est pour ça que la nuit, je ne vois rien, comme les gens qui ont une cataracte, par exemple. Donc, ça fait partie des choses qui m'ont soulagée et qui m'ont aidé aussi à entrevoir l'avenir, la façon dont je devais organiser ma vie en tenant compte de ça, en n'ayant plus uniquement comme spectre, tu vas être aveugle. Est-ce qu'on peut, pour clore ce chapitre sur le diagnostic, est-ce qu'on peut conseiller aux médecins qu'on comprend très bien que ce n'est pas possible de tout savoir, mais qu'en revanche, de pouvoir renvoyer des personnes vers des centres plus compétents serait un minimum pour aussi éviter les retards de diagnostic, l'angoisse des patients aussi, ce qui, je pense, fait partie de leur travail. Et la prise en charge, finalement. Effectivement, c'est au médecin surtout d'avouer ses limites et de dire, alors là, c'est vraiment une pathologie très spécifique, je vous conseille de vous orienter vers, et s'il ne sait pas, il va chercher, et puis il appelle 2-3 confrères, et le lendemain, je vous envoie les coordonnées par mail ou par téléphone. Et si, en tant que patient, on n'a pas forcément le réflexe, mais de pouvoir demander à son médecin aussi de dire, mais ok, mais est-ce qu'il y a des centres qui sont spécialisés là-dedans? Parce que depuis, j'ai appris qu'il y avait des centres de réadaptation, des centres qui accompagnent les gens qui ont typiquement des appartements témoins, où ils aident les gens avec des rétinites pigmentaires à réorganiser ne serait-ce que leur cuisine. Moi, dans ma vie, j'ai perdu beaucoup d'heures à chercher mon éponge parce qu'elle était juste devant l'évier et qu'en fait, je la voyais pas. Donc, c'est quand même un peu de la vie perdue à chercher une éponge. Et être dans des programmes comme ça de rééducation fonctionnelle avec des petits tips pour faciliter la vie. Oui, ça, le médecin devrait être capable de proposer ça. Et il y a plein de choses qui existent pour la rétinite, mais pour plein d'autres pathologies. Mais pour la rétinite, à Montpellier, à Paris, à Nîmes, qui sont les villes que je connais un peu. Donc, pour continuer et passer un peu plus sur un aspect social, tu parlais justement de cette mise en contact avec une assistante sociale pour remplir un dossier MDPH, pour avoir une RQTH, reconnaissance qualité travailleur handicapé. Donc là aussi, on rentrait dans le dur, si je puis dire, de reconnaissance du handicap et donc lié forcément avec une légitimité. Est-ce que tu peux un peu nous raconter comment ça s'est passé pour toi, comment a été vécu cette première demande? Alors déjà, le médecin, il a très vite compris que toute seule, je ne la ferais pas. Alors que je suis une championne de la galère administrative, je peux remplir n'importe quel dossier, mais il a bien compris que je ne le ferais pas. Et donc, il m'a dit, mais il y avait un service, une assistante sociale dans le service, au même étage, au 15-20, pour accueillir les patients et les accompagner dans cette démarche. Ça, j'ai trouvé ça vraiment formidable, parce qu'effectivement, je ne l'aurais pas fait, j'en suis sûre. Le fait d'avoir de passer devant le bureau, d'être obligée de prendre rendez-vous, je me suis dit, je vais le faire. Je suis un peu bonne élève, donc quand le médecin, il est chef, un peu, il dit, il faut faire ça. S'il dit, tu passes devant le bureau, t'obéis un peu. Donc, je l'ai fait un peu pour ça. Et l'assistante sociale, en fait, elle a rempli tout le dossier. J'ai rien eu à faire. Je lui ai donné les petits documents qu'il fallait, mais
tous les documents très compliqués qu'il y a à remplir pour la MDPH par les médecins, toute la partie médicale, tout était sur place, c'était au même étage. Donc ça a simplifié énormément le travail. Un jour, elle m'a envoyé un message en disant « C'est bon, j'ai déposé votre dossier en votre nom. » Et 6 mois après, j'ai reçu un papier qui me disait que j'avais ma RQTH. Donc c'était en novembre 2019. Et j'ai trouvé... C'était marqué noir sur blanc. C'était marqué noir sur blanc. Et bien, qu'est-ce que j'ai fait de ce papier ? Rien. Tu l'as rangé. Tu l'as rangé. Tu t'es dit plus tard. Je l'ai rangé précieusement parce que je range précieusement tous mes papiers importants. Donc, je l'ai rangé précieusement. Donc, tu l'as considéré quand même comme un papier important dès le départ. Ouais, j'ai compris que c'était important. Je me suis dit, je voyais pas trop bien comment ça allait pouvoir me servir. Mais bon, pourquoi pas. Et à l'époque, j'étais auto-entrepreneur, j'avais ma boîte de com. Et donc, ça ne me servait pas, évidemment. Je n'allais pas l'envoyer à mon patron. Mon patron, c'était moi. Donc, c'était limité. Et puis, je me suis installée à Montpellier. Il y a eu le Covid, ça a pris un petit peu de temps. Et puis, le bouche à oreille fait que j'ai entendu parler d'un job. Et je passais un entretien. Ça s'est super bien passé. On m'a mis tout de suite en contact avec la RH. Et là, j'ai envoyé tous les documents comme elle me demandait et j'ai dit à la fille au téléphone j'ai une RQTH, est-ce que vous voulez que je vous l'envoie ? Elle m'a dit ça change rien pour nous, donc on n'en a pas besoin. Et donc je me suis dit je l'envoie pas. C'était un peu genre est-ce que je vous l'envoie ou pas ? J'étais pas non plus hyper motivée. J'aurais dû lui envoyer sans lui demander son avis en fait. Mais je l'ai pas fait. Et donc voilà, mon job s'est super bien passé, etc. Et je disais pas du tout que j'étais porteuse de handicap. J'avais juste des lunettes oranges qui faisaient très Janis Joplin. Et puis voilà, c'était un peu rockeuse, quoi. Mais dans la com, on est comme ça, on s'habille un peu bizarre et tout. Donc ça passait, ça allait avec le job. Et finalement, à quel moment cette RQTH s'est rendue utile et que finalement tu t'es dit j'ai bien fait. En fait, dans ce job où vraiment je me suis fait des super amis et tout ça, j'ai une de mes copines qui est devenue une copine après, qui m'a dit « Oh mais je me souviens, la première fois que je t'ai vue, on était en visio et donc on te présentait à tout le monde puisque tu étais la nouvelle qui arrivait de Paris. Et je me suis dit, on m'a dit « Elle est comment la nouvelle ?» Et en sortant, j'ai dit je sais pas, la meuf, elle arrive de Paris, elle a des lunettes de soleil pendant toute sa visio. Mais elle a l'air sympa, mais enfin bon, voilà quoi. » Et je me suis dit, waouh, c'est ça l'image que les gens ont de moi, la fille qui se la pète avec ses lunettes de soleil en visio dans son bureau. Et je me suis dit, c'est pas moi, quoi, je me la pète pas. Et donc, j'ai changé de job. Et à l'entretien, direct, je leur ai dit, bonjour, je garde mes lunettes de soleil pendant cet entretien d'embauche. Ça se fait quand même trop pas, hein. Je garde mes lunettes. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment des lunettes de vue, c'est parce que je suis handicapée, j'ai un handicap visuel et donc j'ai une RQTH et c'est pour ça que j'ai le luxe de pouvoir garder mes lunettes de soleil dans les bureaux. Et à partir de ce moment-là, en fait, je me suis dit dès le début, c'est une autre image de moi qu'on va avoir parce que je suis porteuse d'un handicap, je suis pas mal polie avec les gens. Je garde pas ma casquette et mes lunettes de soleil quand je parle aux gens. Et donc, naturellement, quand j'ai envoyé mes documents à l'administration puisque j'ai été embauchée, j'ai envoyé ma RQTH. Et donc là, ce que tu parles en fait plutôt, c'est malheureusement ce qui se passe très fréquemment dans le cadre du handicap invisible, c'est que les gens vont mettre sur le dos d'autres choses, comme parler de personnes TDAH, comme des gens qui oublient tout, ou de penser que des gens qui ont un handicap intellectuel comme des benets, des débiles. Donc là, toi, le fait de ne pas le dire, tu t'es rendu compte qu'on te donnait une fausse étiquette qui ne te correspondait pas qui tu étais, et donc ça t'a forcé à formuler. À m'outer, je dirais.
Ouais, à faire un coming out de ton handicap et de te dire pourquoi. Et aujourd'hui, en fait, grâce aussi à ma participation à DVP, grâce au chemin que j'ai fait, ce document-là, la RQTH que j'ai donné, c'était en novembre 2022. C'était il y a vraiment pas longtemps. Et alors, je le dis parce que c'est hyper important. Ils ont voulu renouveler mon contrat pour me proposer un contrat de 3 ans. Je travaille dans l'administration territoriale, dans la fonction publique territoriale. Et la responsable qui a étudié mon dossier m'a dit « Mais je ne peux pas vous proposer un contrat de 3 ans parce que vous avez une RQTH. » Ah bah mince alors. Elle m'a dit « Non, je vous intègre à la fonction publique parce qu'il y a un article de loi pour protéger les personnes porteuses de handicap et pour les faciliter l'insertion professionnelle. Et donc, grâce à cette RQTH, je suis fonctionnaire depuis 1 mois. Et voilà, ça m'offre une certaine garantie dans l'hypothèse où, comme m'avait bien dit le médecin qui m'avait accompagné, que cette pathologie va dégénérer. Et donc là, je sais que je suis dans une structure où ce handicap devra être adapté par la collectivité dans laquelle je suis, mais ça me permettra toujours de choisir de travailler. Et ça, c'est hyper important pour moi, parce que ça veut dire que je vais rester autonome financièrement grâce à cette RQTH qui m'a permis d'accéder à un job où mon handicap ne sera pas une occasion de me dire ciao. Donc ça sera un message pour les personnes qui ont été nouvellement diagnostiquées ou qui sont en cours d'écriture de leur dossier MPH, de demander une RQTH. En fait, ne le voyez pas ça uniquement d'un point de vue négatif, mais aussi positif et de tout ce que ça peut apporter dans ce monde encore très inégal pour les personnes handicapées. Et donc notamment d'avoir la sécurité du travail, ce qui est en fait un énorme pas déjà. Et pour revenir aussi à la légitimité, donc à ce processus de te outer, est-ce que ça n'a pas été aussi là un début en fait de processus pour toi de reconnaître ton handicap et de te sentir plus légitime? Ça m'a aidé à me sentir plus légitime, mais c'est vraiment un travail permanent, je pense. Et puis, la maladie évoluant, c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, il y a, là, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire, et là, on ne peut plus être dans le déni. Donc, oui, effectivement, ça, je ne peux pas le faire. Ça n'est pas parce que je ne veux pas, ça n'est pas parce que je suis pas capable, que je ne fais pas d'efforts, c'est parce que j'ai un handicap. Voilà. Et donc ça m'aide vachement parce que régulièrement dans mon travail, il a fallu que je me déplace et avec l'option de rentrer tard. Et là, effectivement, je dis non, moi je pourrais pas. Il faut que quelqu'un vienne avec moi ou que c'est pas moi, je peux pas prendre de voiture parce que je ne pourrais pas rentrer. Et donc on s'organise. Et donc ça fait. En fait, j'en parle beaucoup maintenant. Systématiquement, j'en parle. J'en parle aux gens, le fait que j'ai des lunettes oranges, le fait que je me cogne dans les gens. Je dis tout de suite que je suis handicapée, que c'est à cause de ce handicap visuel. Et donc, c'est vraiment très nouveau. Je dirais que ça n'a même pas 1 an. C'est très récent que j'arrive à sortir de cette idée parce que c'est un handicap invisible aussi, je pense, mais je n'ai que cette expérience-là. Et parce que toute ma vie, j'ai été valide, ou je me suis considérée comme valide plutôt. Donc, c'est long de changer de regard sur... De camp. Et de camp, oui. Ouais.
Bien sûr, bien sûr. T'as dit un truc intéressant, j'ai envie d'y revenir un petit peu 2 minutes. T'as dit, c'est pas parce que je n'étais pas capable, c'est parce que j'ai un handicap. Pour toi, le handicap n'est pas synonyme de ne pas être capable. Ben, je suis empêchée, mais par le handicap, mais c'est pas moi qui veut pas, ou c'est pas moi qui suis. C'est cette pathologie qui fait que je ne peux pas conduire la nuit, que je ne peux pas faire certaines choses. Oui, et probablement que je pourrais à l'avenir, que je ne pourrais plus lire, par exemple, ou que je ne pourrais plus me déplacer à vélo, ou un certain nombre de choses. Il y a plein de choses que je vois qui sont en train de... au fur et à mesure où mon champ visuel se réduit, les choses que je peux faire se réduisent aussi. Et pourtant, avant, je pouvais les faire. Donc, c'est bien que c'est pas... Je suis capable de les faire. Sans handicap, je suis capable de faire plein de choses. Donc, c'est vraiment lié à ce handicap. Mais au final, cette réduction des activités que tu peux faire, est-ce que ça permet pas aussi d'y mettre plus de qualité et d'y mettre plus de sens dans ce que tu fais, dans ce rayon d'activité qui se réduit? Non, c'est pas ça. Je dirais pas ça. Ça me permet de... ce que ça permet profondément, c'est que je suis moins dure avec moi-même. Voilà, je suis moins dure avec moi-même. J'apprends la bienveillance à mon égard. C'est pas gagné. Mais parce qu'on parlait de l'estime de soi. Alors, il y a beaucoup de choses qui construisent l'estime de soi. Mais... C'est peut-être pour ça que c'est un travail permanent aussi, finalement. C'est ça. C'est ça. Ouais, c'est un travail permanent. Mais j'ai rencontré quelqu'un la semaine dernière qui, lui, est porteur d'une DMLA, donc une dégénérescence maculaire liée à l'âge, et qui a vu disparaître sa bibliothèque, en fait. Puisque, évidemment, quelqu'un qui était passionné de livres, et l'arrivée de la maladie lui interdit de lire. Il ne peut plus lire maintenant. Et il a trouvé, il s'est battu, et puis il a trouvé des lecteurs. Peut-être doit-il apprendre à lire autrement. Exactement, il apprend à lire autrement, et il écoute beaucoup de choses, etc. Et pareil, un handicap qui arrive tard dans la vie, la DMLA souvent, à plus de 60 ans. C'était son cas, 65 ans. Et c'est aussi pour ça que je voulais venir discuter avec toi, parce que quand on a été valide toute sa vie, on ne se sent pas forcément légitime quand on est porteur après du handicap. Je te rassure, même quand on a été valide pendant 15 ans, on ne se sent pas réellement légitime non plus. Alors imagine à 50 ans, t'as des sales habitudes de valide derrière toi. Clairement, qui nous mène dans un entre-deux aussi, où on n'arrive pas un peu trop à choisir. On est entre les deux camps, mais une fois qu'on a choisi notre camp d'être handicapé, je pense que la vie est beaucoup plus simple ainsi. Comme tu as pu le dire, je suis moins dur avec moi-même, même si c'est pas gagné là non plus. Tu as parlé de quelque chose aussi pendant notre réunion de préparation. Tu disais que ce manque de légitimité aussi venait d'une peur de prendre la place de quelqu'un d'autre. Est-ce que tu peux un peu nous en parler de ça ? Alors c'est vrai que dans la mesure où c'est un handicap invisible, les autres ne te considèrent pas, s'ils ne le savent pas, comme quelqu'un porteur de handicap, contrairement aux gens dont le handicap est visible. Et donc, dans la tête des gens, les handicapés, dans la tête des gens, des gens valides évidemment, les gens qui sont handicapés, c'est les gens qui sont en fauteuil. Et en plus, quand toi, tu es porteur d'un handicap
qui ne se voit pas et qui est arrivé tard et qui est encore, on te l'a bien dit, une forme légère, même si tu sais qu'elle va dégénérer, bah, tu te dis, attends, la rétinite pigmentaire, il y a des cas de rétinite, les gamins, ils sont diagnostiqués à 15 ans et puis ça flambe et en 3 ans, ils perdent la vue. C'est souvent cette expression clinique qui existe aussi. La mienne est vraiment très légère et très lente en termes de progression. Et même par rapport aux autres porteurs de rétinite pigmentaire qui ont des formes plus graves, je ne me sentais pas légitime. Alors imagine un handicap visible. Il y a toujours plus handicapé que toi. Et toi, tu vas t'excuser de te dire que tu es handicapé parce que, bah oui, non, effectivement... je peux faire du vélo encore s'il n'y a pas trop de monde et je peux faire plein de choses que d'autres personnes, des gens qui sont en fauteuil ou qui ont d'autres soucis vont être obligés de s'interdire des activités que moi je peux faire. Donc en fait, pour plein de choses, je suis valide. C'est ça le paradoxe. Alors que mon handicap, il est toujours là. Mais pour plein de choses, je suis valide. Donc c'est la même chose pour moi. Et c'est, on va dire, l'exercice en quelque part inverse de toi, où toi tu as fait un coming out de ton handicap de par ton outil de compensation. Moi, mon outil de compensation, c'est le fauteuil roulant, donc forcément qui est très visible. Et qui d'ailleurs, petite anecdote, nous ne sommes que 4% d'utilisateurs de fauteuils roulants parmi les personnes handicapées. Il faut peut-être remettre en question cette position du fauteuil roulant. Mais moi, c'est l'exercice inverse où je dois dire ce que je peux faire. Comment je peux le faire aussi. Parce que là aussi, c'est pareil, je suis encore valide sur plein de points, mais d'une manière particulière qui sort de l'ordinaire, de cette fameuse norme où aussi, au final, je passe beaucoup par autrui pour réaliser les actions comme descendre des escaliers. Oui, je peux le faire, mais pas tout seul. Et c'est marrant ce que tu dis parce qu'au fond, on le sait tous, en vieillissant, on est tous amenés, valides ou porteurs de handicap, à avoir de nouveaux handicaps ou à découvrir un handicap. On a tous vu des personnes âgées avec des déambulateurs, etc., ou avec un certain nombre qui perdent la vue ou qui perdent l'audition ou qui sont diminués dans leurs actions d'autonomie, etc. Et ce qui est hyper dur, c'est que finalement, c'est quelque chose qui est une sorte de fatalité pour les personnes âgées. Et c'est comme si eux, ils n'avaient pas le droit justement à ces outils de compensation et qui restaient enfermés dans ce handicap sans compensation. Et ça, je trouve que ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles être engagé dans l'association de Dear Valid People, c'est important parce que ça veut dire prendre conscience que notre société, elle est validiste à tellement de niveaux et que moi, j'ai plein de validisme intégré et que j'essaye de déconstruire, en fait. C'est vraiment comme ça que je me vis. Mais quand tu regardes un peu autour de toi, tu le vois partout, le validisme dans notre société. Oui. Faut pas aller très loin, mais au niveau du handicap et de la MDPH, l'attribution de la hache limitée au niveau de l'âge. On ne peut plus demander la hache après un certain âge. Je ne sais plus lequel, parce que je ne suis pas dans sa catégorie, mais je sais qu'après passer un certain âge, on ne peut plus demander la hache. Et donc c'est le lien avec ça, c'est est-ce que je suis légitime, évidemment. Je commence à comprendre que je peux être légitime à en parler, même si sur certains sujets, je préfère que ce soit d'autres gens qui s'expriment parce que j'ai l'impression qu'ils ont peut-être plus d'expérience, ne serait-ce que d'expérience, ou plus de recul, ou de perception, pas spécifiquement de leur handicap, mais de cette société validiste.
que moi, je découvre, j'exagère, je la découvre pas, la société validiste, mais autant je connais la société machiste, la société avec ses biais racistes, la société avec ses biais d'homophobie, avec ses biais de sexisme, enfin, on peut tous les faire. Et bien, c'est vrai que le validisme, c'est pas quelque chose qui était au même niveau. Et aujourd'hui, je comprends à quel point c'est encore pire parce que ça fait partie des minorités qui sont injustement mis à l'écart ou mal jugées, et quel que soit le type de handicap. Moi, ce que je dis toujours sur le validisme, c'est que pour moi, c'est la discrimination la plus rusée de toutes, parce que c'est la discrimination qui fait comme si elle n'existait pas, qui est invisibilisée, et que elle est à des niveaux tellement mineurs, enfin qu'on croit mineurs, mais qu'en fait, elle ne l'est pas, comme on parle du langage. Dans notre langage, il y a des biais validistes et personne n'en parle, personne le dit, parce que aussi ça revient à cette invisibilisation, cette mise à l'écart des personnes handicapées, et qu'on va toujours avoir droit à l'argument, mais de toute façon, pourquoi on ferait des choses pour eux, on ne les voit pas. Mais est-ce que ce n'est pas parce qu'on ne fait pas des choses pour eux qu'on ne les voit pas? Est-ce que c'est pas ça la question dans le bon sens qu'il faut se poser? Ah oui, c'est pour ça que participer à DVP, c'est aussi non seulement qu'on les voit, les handicapés, mais qu'on nous voit, nous, les handicapés. Et ça, je pense que c'est essentiel aujourd'hui. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu ressens encore un manque de légitimité par rapport à ton handicap, ou est-ce qu'aujourd'hui, tu penses encore être en cours du work in progress, comme j'ai envie de dire? Alors, pour tout te dire, on sort de l'hiver. Et alors, l'hiver, je me sens particulièrement empêchée dans ma vie parce que ma vie sociale s'arrête souvent avec le coucher du soleil. Et moi, depuis 10 jours, là, depuis qu'on a changé d'heure, qu'on est passé à l'heure d'été, j'ai l'impression de revivre. Et je pense que je revis des périodes un peu de déni quand il fait jour très tard, puisque là, je gagne un peu en autonomie et mon handicap est beaucoup moins présent dans ma vie. Mais 6 mois d'hiver, je dois revenir à la réalité je suis empêchée dans ma vie. Mais là aussi, ça te confronte peut-être à devoir faire des choses autrement, et que c'est des autrement inimaginables, et qu'il faut imaginer soi-même pour soi. Tu me parlais de cette situation où tu sors avec les gens, mais que tu choisis d'aller aux endroits où tu n'as pas envie de t'embêter. Et si c'est des endroits où tu vas t'embêter, qu'en plus de ça, tu ne pourras pas rentrer, parce que tu ne pourras pas conduire la nuit, c'est toujours une organisation, finalement. En fait, ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai divorcé et j'ai repris ma liberté, pour faire simple. Et mon objectif, c'était vraiment d'être libre et d'être autonome, de dépendre de personne. Et au fond, si je veux sortir le soir, oui, il faut que je dépende de quelqu'un. Donc, je choisis de dépendre de quelqu'un ou de ne pas dépendre de quelqu'un. C'est moi qui choisis, j'ai encore cette option. Donc, on m'invite à faire une super fête toute la soirée sur la plage à Palavas. Je peux y aller en voiture parce que je peux y aller toute seule, mais je me fais plus avoir. Je sais que je ramène quelqu'un qui en fait me conduit. Parce que comme ça, j'ai bien déterminé à l'avance vers quelle heure on va rentrer, et c'est moi qui décide et c'est ma voiture, etc. Je veux pas me retrouver piégée dans un endroit où quelqu'un m'emmène et il me promet de me ramener, mais en fait il a trop bu, ou en fait il reste encore un peu parce qu'il veut s'amuser, etc. Non, c'est moi,
dans la mesure où c'est ma voiture, ça engage un peu plus les gens et ils sont un peu plus responsables. Et puisqu'ils savent que c'est à cause du handicap, au moins c'est clair. Donc voilà, c'est comme ça que j'arrive à conserver mon indépendance. Mais je renonce beaucoup aussi à des sorties pour ne pas être dépendante des gens. Si j'ai pas de plan B, je préfère ne pas y aller. Parce que t'as pas envie de dépendre des gens. Ouais, mais c'est pas uniquement en rapport au handicap, c'est vraiment cette liberté que j'ai gagnée, que j'ai regagnée chèrement, je veux la conserver. Finalement, est-ce que c'est pas aussi une fausse définition de ce qu'on se fait de la liberté, comme les personnes d'élite peuvent se faire l'autonomie, en pensant que les personnes très dépendantes ne sont pas autonomes, alors qu'en fait, les personnes très dépendantes peuvent être très autonomes à la fois. Et finalement, ça nous oblige à inventer des nouveaux scénarios de vie, des nouveaux paradigmes, très pragmatiques en plus de ça, parce qu'on ne peut pas négocier avec le handicap. Là où tout le monde croit qu'on peut négocier, faire un effort. Non, en fait, c'est pas possible. Et c'est peut-être ça qui est dur, c'est de faire cet exercice de lâcher prise sur ces nouveaux scénarios, mais qui sont très durs à faire. C'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'avoir des projets personnels, etc., où je me dis, ok, là-dessus, il faut que je lâche prise et il faut que je trouve une solution où j'aurai toujours la partie où je considère que je peux être autonome, même si ça signifie avoir tel et tel accompagnement. Voilà, mais je suis en pleine déconstruction, je te dis, je progresse sans arrêt. je vais aller vers le mieux, j'en suis sûre. Clairement. Aujourd'hui, tu as évolué et aujourd'hui, tu prends la parole pour parler du handicap, pour parler de ton handicap et de parler de légitimité, ce qui est quand même ironique, je trouve. Qu'est-ce que ça te fait de parler de ça, mais en ayant cette illégitimité aussi en toi? C'est peut-être un exercice aussi pour moi de me confronter au réel et de dire que c'est un chemin et que au fond, oui, je me sens encore illégitime à parler sur plein de sujets, mais progressivement, j'arrive à gagner pas à pas en légitimité. C'est vraiment, je grignote un peu comme mon champ visuel qui grignote vers le moins. Moi, je grignote vers le plus en légitimité. C'est pas encore total, mais j'ai l'impression que ça avance. Ça avance. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Est-ce que tu as envie de parler à dire un message aux personnes nouvellement diagnostiquées, peu importe le diagnostic et le handicap qui est associé? Alors, je voudrais juste parler effectivement de la rétinite ou peut-être des maladies rares plus généralement. Parce que moi, ce qui était compliqué, je pense pourquoi est-ce que je suis restée longtemps dans le déni, c'est parce que cette maladie, elle n'existe pratiquement pas dans l'espace public, enfin dans les médias, etc. Elle n'est pas connue. Dans ma famille, il n'y en avait pas non plus. Et donc, peut-être que j'aurais pu... c'est peut-être pas bête de se rapprocher parfois d'associations de cette maladie pour pouvoir avoir de véritables infos et pas juste sur Internet ou justement se rapprocher de cette communauté pour avoir les bons centres de référence, être accompagné. Parce que quand on pose les mots clairement sur la pathologie, sur ce que ça veut dire au quotidien et pas juste en termes médicaux, sur la protéine qui se dégrade, ça nous fait une belle jambe, on s'en fout. Mais ce que ça veut dire au quotidien et de voir comment les gens l'ont vécu, comment est-ce qu'ils ont pu trouver des compensations en eux-mêmes, ailleurs, par des organismes, des aides, des choses comme ça. Moi, je pense que ça m'aurait aidé. Je me dis, ça, c'est important de ne pas rester seul. Pas rester seul avec son diagnostic, pas rester seul avec sa pathologie. Pas rester seul avec peut-être cette notion de pourquoi ça me tombe dessus, cette espèce d'injustice, ou
pas rester seul avec mais comment ça va évoluer, on n'en sait rien, mais il y a plein de gens qui ont déjà traversé ce chemin. Et moi, je crois vachement à l'entraide entre les gens pour se soutenir, pour trouver évidemment se donner des petits tips, des petites solutions, des petits trucs comme ça qui peuvent aider, mais même moralement, de se trouver une communauté, de se trouver en fraternité avec d'autres gens, que ce soit la même pathologie ou pas, mais donc rejoignez des associations, que ce soit des associations liées à votre handicap, rejoignez DVP si vous voulez, on vous accueille avec plaisir, mais ne restez pas seul. En effet, la pérédance, je voulais un petit peu en parler tout à l'heure, je ne sais plus pour quelle raison, mais en effet, la pérédance très importante et fait partie d'une des raisons de l'existence de Dear Valley People, donc n'hésitez pas à venir nous voir et à venir parler à Emma de handicap visuel et de pouvoir échanger des tips, des conseils entre personnes concernées. En tout cas, nous, pour le moment, c'est la fin de cette discussion en tête-à-tête. Merci beaucoup, Emma, d'y avoir participé. Merci, Damien. Et bonne journée à tous, chers auditeurs. On se dit au mois prochain pour un nouveau hors-série. Dear Valide. people. Valide. People.